jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée d'inviter et de découvrir avec vous Petronella Zainuddin. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé. Super. Voilà, donc Petronella, Onella, vous allez voir, souvent je vais choisir un prénom ou l'autre quand je vais lui poser des questions. Petronella, elle est designer et artiste, mais elle va vous expliquer un peu plus ce qu'elle fait et son essence. Ce que je sais, c'est que ce qu'elle fait est inspirant et c'est un univers incroyable. Bonjour Petronella, comment vas-tu? Bonjour Carole. Carole, très bien, très bien. Merci. Bien. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, parce que tu as vu ma présentation, elle est un peu courte, hein? Ben voilà, c'est à toi. Merci. Moi, je suis designer et artiste visuel franco-slovaque. Donc, j'étais née en Slovaquie, hein, ça fait 20 ans que j'habite et je vis en France. J'ai eu un parcours atypique parce que je suis gauchère et donc quand j'étais petite, les parents m'ont proposé à une école des arts plastiques. Mais en Slovaquie, c'était devenir artiste, c'était pas un métier. En fait, quand votre enfant vous dit, maman, je veux être un artiste, et oh mon Dieu, on va choisir un autre chemin. Donc, j'étais pas forcée à faire un autre choix, mais un peu guidée, coachée vers quelque chose plus pratique. Donc, j'ai fait une université des sciences économiques et grâce à ça, je peux venir en France. Et mon premier job, c'était pur dans le business, analyste, planification, des choses comme ça. Et après Ouh. 4 ans, j'ai quitté la grande groupe américaine et je me suis lancée, j'ai créé un studio Good Morning Creativity, qui était au début en fait un studio de conseil en innovation et créativité. Donc avec mon mari, on a fait beaucoup d'ateliers, séminaires sur la créativité, la pensée créative pour les managers, pour les dirigeants et des équipes. Et ensuite, on a un peu pivoté sur la création des lieux physiques au sein des entreprises où les équipes ils peuvent créer eux-mêmes, faire des fameuses brainstorming, ou plutôt aujourd'hui on parle des séances de design sprint, de visualisation, de prototypage rapide et des choses comme ça. Donc j'ai plongé en fait dans la première phase un peu plus artistique ou créative qui est design d'intérieur donc qui est la conception des lieux physiques. Donc, ça peut être une salle, ça peut être tout un centre qui te permet innover, imaginer, prototyper, échouer, faire, défaire, refaire pour soit les produits ou même des concepts au sein des groupes, au sein des entreprises, plutôt des grands groupes. Mm. Et récemment, j'ai créé un nouveau projet, Nella Zaizai, qui est mon nom d'artiste, qui est une activité un peu plus artistique. Donc, je fais des fresques de grande taille sur les murs. Soit ils sont illustrés, hein, donc c'est l'art digital, et après imprimé sur le mur, soit je fais carrément la peinture ou le dessin avec Posca ou avec les peintures acryliques sur le mur dans les lieux qui sont les lieux d'impact. Moi, je les appelle les murs storytelling.
Parce que l'idée, c'est raconter une histoire. Si Oui. une entreprise a des valeurs fortes, si un lieu d'innovation qui veut parler des valeurs comme oser, être curieux, aller vers le futur, imaginer le futur qu'on souhaite créer, ben moi, je décore ces lieux. Je peux aussi les aménager, mais plutôt côté créer un décor visuel qui déclenche en fait une réflexion. Parce Hmm. que ma mission, c'est plutôt, je me passionne en fait pour l'art de la créativité, la pensée créative. Et j'ai fait 10 ans de recherche en mode autodidacte, des livres, des conférences, des podcasts, des expos et des échanges avec les artistes, les artisans, des designers. Et on pense, s'il y a une magie, en fait, je suis créative ou je suis pas. Mais en réalité, c'est une simple façon de voir le monde. Un créateur, il regarde une lampe et bon, il prend son temps, il ou elle prend son temps à la regarder, regarder la forme, les couleurs, la matière, la lumière. Et à un moment donné, une fois il a compris comment c'est fait, il va la déconstruire et imaginer comment cette lampe pourrait être retravaillée, changée. Hmm. Et c'est une gymnastique du cerveau. C'est quelque chose qu'on peut tous apprendre. Il faut juste s'y mettre et le pratiquer au quotidien. Observer le monde autour de nous et au début, dans nos têtes, le refaire comme on voudrait que le monde y soit. Ouais, c'est tout à fait, en effet, un mode de vie que l'on peut avoir. C'est une manière d'être aussi dans sa vie, hein, Oui, cette manière d'observer, de déconstruire et de reconstruire comme on le souhaite. oui, Wow, dis donc, c'est riche. Alors, pour les fresques de grande taille et pour l'art dans les entreprises, moi j'ai des souvenirs, parce que je travaillais dans des grandes entreprises aussi. J'ai souvenir que quand je rentrais dans le hall d'accueil de mon entreprise et que je voyais, alors c'était pas, il n'y avait pas forcément toujours des grandes peintures murales, mais dès qu'il y avait une reconnaissance, dès qu'il y avait cette beauté qui était là et qui était différente du quotidien de salariés, ça me mettait en joie. Je trouve que l'art au sein de l'entreprise met en joie. Et oui. puis elle rassemble aussi. C'était vraiment mon ressenti. Et je trouve ça magnifique de pouvoir amener l'art au sein des entreprises. Oui, oui, tout à fait. Et t'imagines que tu as participé dans la création de cette fresque, euh, Oui, qui c'est après, encore elle est mieux. là au quotidien, elle accueille des visiteurs et des gens en fait qui se posent la question, tiens, c'est quoi? Et si c'est riche, le visuel, il y a plein de détails, même des surprises, des énigmes, mais ça fait réfléchir. Ça Oui. provoque en fait une réaction. Hmm. Ah, c'est superbe. Mais merci. Alors, je suppose que tout ça, ça te met en joie, en effet, quand tu crées et que tu co-crées. Quoi d'autre te met en joie dans la vie? Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le rire de mes enfants. Oui. J'ai deux petits, 5 et 3 ans, et quand ils rient, en fait, ça me remplit le cœur, Hmm. parce qu'on a eu un parcours difficile, et c'est vraiment les voir heureux, ça me remplit de bonheur. Euh, Après, c'est des choses, comme tu dis, liées à la vie ou personnelle ou professionnelle. Ça peut être quand il y a un client en fait qui vous remercie, qui dit waouh, c'est magnifique, c'est génial, c'est des réactions. En fait, ça me remplit de joie, de fierté, de bonté, où je vois que mon art, parce que j'ai besoin, je me suis rendu compte, j'ai besoin de créer pour, Hmm. je peux organiser, gérer des choses et tout ça. Je me suis rendu compte, c'est pas ma voie. Ce que j'ai besoin, c'est vraiment créer des choses. Et quand ce que je crée, ça apporte la joie, je suis ravie. Je suis ravie. Après, c'est des choses toutes simples, comme une journée ensoleillée, comme aujourd'hui à Paris. J'adore le soleil. Je suis comme des plantes, en fait, qui tournent vers le soleil. Le tournesol. C'est ça, c'est ça. J'adore aller dans les lieux qui sont remplis d'inspiration. Mes
magasins préférés, c'est des magasins de livres. À Hmm. Paris, sur Canal Saint-Martin, il y a un magasin qui s'appelle Artazar. euh, et il y a des livres de design sur la photographie, design graphique, des choses, illustration. Et là, je peux passer 3 heures. Je peux passer ma demi-journée même. Je repars avec 10 kilos de livres, des expositions autour design, autour même les matières, en fait, les matières, les couleurs. Ça me remplit, ça remplit mon cerveau et ça remplit mon cœur. Ouais. Donc, je me suis rendu compte, en fait, j'ai commencé à dessiner des petits. Il y a le concept que tu connais sûrement, les 3 kiffs par jour. La fameux livre de Florence, je notais Florence Servon Schreiber. Très bien. Ouais, super concept. C'est très simple. Et je fais pas chaque soir, mais je lis, je dessine en fait les 3 moments qui m'ont procuré le petit plaisir. Et ça peut être aussi comme prendre une douche chaude. Moi, Ouais. j'ai froid très facilement. Donc, il y a des moments où, quand je me sens pas bien, en fait, je prends la douche chaude et ah, ça Hmm. m'apaise. Donc, il suffit, en fait, commencer à lister et se rendre compte de ces petits moments qui nous procurent le plaisir et après, les initier, les répéter plus en plus et ça devient automatique. En fait, on va entraîner notre cerveau et notre humain, le corps, de se rendre heureux et positif et joyeux. Ça revient à ce que tu disais auparavant, avec l'exemple des créateurs qui voient le monde différemment et puis qui déconstruisent pour reconstruire à leur manière. C'est ça aussi, hein. Finalement, tu dis à ton cerveau, bah écoute, moi j'ai envie d'être heureuse, alors je te déconstruis, je te reconstruis autrement pour que tu puisses voir ce bonheur. Ce bonheur, c'est assez sensoriel, tes bonheurs, hein, tes moments de joie. Ça Ouais, touche tous les sens, là. c'est ça, c'est ça, ouais. Bah, c'est magnifique. Alors, dans l'équilibre de la vie, et je le répète toujours, hein, vous qui écoutez, vous entendez cette phrase en permanence, pour être dans la joie, c'est important d'avoir un équilibre et face à la joie, il y a la tristesse et c'est normal. Face à la réussite, il y a l'échec aussi et c'est normal. Donc toi, comment tu fais face à l'échec, face à la tristesse? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Voilà, quelle est ta recette? Hmm. Je trouve ces deux choses différentes. Ou Mhm. au moins pour moi, la tristesse et l'échec. Parce que la tristesse, elle est beaucoup plus profonde. Je trouve plus difficile à combattre parce qu'il faut aller vers l'intérieur de nous pour comprendre qu'est-ce qui me rend triste. Et des fois, honnêtement, c'est des hormones et on ne peut rien y faire. C'est la Mhm. chimie du corps. Et une fois, on se rend compte, OK, maintenant, c'est ma période du mois où je suis un peu comme ça et je sais que je sais pas, je me réveille le matin et je suis triste. Il n'y a aucune raison, mais je suis un peu mélancolique. Euh, donc, encore une fois, tricher son cerveau, tricher son corps, c'est l'essentiel. Euh, Moi, ce que j'essaie qui m'aide, c'est quand je suis triste, après-midi, soir, je vais dormir. Parce Mhm. que je sais que le lendemain, ça ira mieux. Il n'y a rien qui va changer, mais juste d'avoir dormi, je vois la chose différemment, Alors, avec un nouveau regard. est-ce que c'est parce que du coup, c'est comme si, alors, si tu débranches pas, on est bien d'accord, mais c'est un peu comme si tu débranchais et que tu te posais pour bah, revenir. J'en reviens toujours à ces artistes, ça me fait, à chaque fois j'ai cette image, c'est que finalement tu Ouais. déconstruis, tu poses, enfin, tu déconstruis pour voir autrement, vivre autrement. Oui, oui, oui. Donc, je donne la possibilité à la tristesse partir elle-même. Si le lendemain, je suis toujours triste et bon, j'ai eu des années, des moments difficiles. Comme je disais, on a essayé d'avoir des enfants pendant 5 ans. Je peux te dire, ça, c'était une période très, très dure et très, très longue où la tristesse, elle te quitte pas, quoi. Donc, après, c'est encore une fois, si j'arrive, moi, j'ai besoin de parler. S'il y a quelque chose qui me rend triste,
j'ai besoin d'en parler. Je ne suis pas quelqu'un qui reste en silence et subit. S'il y a quelque chose, j'en parle avec mon mari, avec une amie, au téléphone. J'ai besoin de sortir. Des fois, c'est l'écriture. Les gens, ils Oui. disent, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, écrivez-le sur un Mm. papier. Comme ça, vous le sortez littéralement de votre tête et vous le mettez à côté. Ouais. Ça aide beaucoup. Euh, des fois, je regarde un film inspirant, comme on dit, feel good movie, quelque chose qui me remplit de bonheur. En fait, je vois que oui, ça existe, oui, c'est possible. Et des fois, oui, il y a des gens en fait qui ont des vies encore plus dures que moi. Donc, c'est un peu vraiment relativiser la situation Oui. qui me rend triste parce que honnêtement, souvent on se rend compte, bon, c'est juste moi qui a traumatisé et c'est pas si grave. Mm. Changer l'environnement, ça m'aide beaucoup. Si je suis ici à Paris et je me sens un peu enfermée, je vais m'organiser une journée où je vais me balader dans le jardin des Tuileries, dans les rues de Paris. Je sais Ou pas. dans la librairie qui est sur les quais Oui, de Seine. oui. Rendre, en fait, si mon cerveau et mon cœur est rempli de tristesse, il faut que je les remplis par autre chose. D'accord, ok. Mon rue, encore une fois, je triche ma tête et mon corps. Tu vides et tu remplis. Voilà, tu vois. Donc ça, ce serait pour la tristesse. Et encore une fois, créer des moments que je sais qui m'apportent la joie. Pour des Oui. fois, ça fonctionne pas parce que c'est trop fort, la tristesse et la douleur est trop profonde. Dans ces cas-là, il faut chercher de l'aide. Euh, Mm. Quelqu'un en fait qui a vécu la même chose ou quelqu'un qui peut au moins nous écouter pour qu'on vide notre sac et on raconte, des fois, juste raconter la chose à vive voix, ça aide beaucoup. Et travailler, moi j'étais assez longtemps active dans une ONG pendant mes études. Oui. Honnêtement, je trouve le travail associatif, ça remplit de joie. Quand nous, il y a une citation en fait qui dit pour se rendre heureux, il faut rendre les autres personnes heureux. Donc, Mm. quand on ne se focalise pas sur nous-mêmes et notre tristesse et notre état terrible, euh, et on essaie d'aider quelqu'un d'autre, bah, ça fait le job. Oui. Honnêtement, ça remplit le cœur par une immense gratitude c'est très fort. Donc, s'impliquer dans une ONG ou dans une cause, quelque chose qui est positif, bah, ça va petit à petit faire le changement. Mm. Ouais, Et je suis deuxième, d'accord. pour l'échec, je le vois autrement. Pour moi, échec, c'est juste une étape dans un processus. Euh, Si j'ai pas échoué, j'ai pas essayé. Ça veut dire, honnêtement, je suis quelqu'un qui est très têtu. Et si je me dis, pendant qu'on a fait les parcours de PMA, tout ça, moi, je me suis répété, je vais être maman. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément influencer. Il y a un aspect de nature et tu peux faire. La science peut t'aider jusqu'à certains points, mais après, c'est que toi, en fait, ta persévérance de ton couple, et peu importe, mais tu vas échouer 10 fois, 50 fois, 100 fois. Et, euh, et c'est dur. Et chaque fois que tu tombes encore, c'est dur et encore plus dur. Euh, et dans un vie pro, c'est, je dirais, c'est un peu plus facile parce qu'à un moment donné, on peut se détacher et se dire, c'est que du travail. C'est pas la mort, c'est pas la vie et tout ça. Mais l'échec, il est inévitable. Oui. Donc, en fait, ce qui est plus important, c'est apprendre à gérer l'échec. Mm. Récemment, juste avant les vacances, j'ai essayé de faire mon premier live sur LinkedIn. J'ai fait une promotion, il y avait des gens qui se sont inscrits, j'étais tout contente. Je voulais en fait faire une rétrospective sur la Biennale du design à Saint-Étienne.
partager en fait les 30 projets le plus inspirants que j'ai vus. J'ai tout préparé, j'ai bossé 2, 3 jours et au moment de lancement, en fait, ça fonctionnait pas. Ça fonctionne- j'ai dû replanifier pour un autre jour et encore une troisième fois. Au troisième fois, en fait, où il y a quelques personnes qui étaient persévérants et ils se sont quand même connectés, ils ont vu que ça, rien se passe, ça marche pas. Là, je me suis dit, quelle honte internationale sur LinkedIn, tu vois. Je dis à tout le monde, ça y est, je vais tout vous raconter. Au final, je suis même pas capable de faire lancer le LinkedIn Design, le LinkedIn Live, qui n'est pas aussi facile que ça. Et là, je me suis dit, waouh, un échec bien dans tes dons. Et je me suis dit, bon, tu as appris quelque chose, tu vas pas le faire comme ça la prochaine fois. Mais finalement, j'ai transformé la chose en présentation, je l'ai partagé quand même, donc c'est consultable. Et j'étais contente que j'ai fait ce travail parce que ça m'a permis de faire la rétrospective dans ma tête avec les visuels sur les 30 projets. Ouais. Donc j'ai pris ça comme un cadeau pour moi que tiens, en fait, tu as fait un bon travail sur le document et sur le projet. Bon, tu n'as pas pu le partager comme tu voulais, mais tu trouveras la prochaine fois une autre façon de le faire. Donc, c'est vraiment essayer. Et si ça, euh, comme on dit, si la porte est ouverte, tu sors par la fenêtre. Ah, c'est ça, exactement. Donc, auditeurs et auditrices, vous entendez bien hein, ce que nous dit Petronella, c'est vraiment l'échec, il est inévitable et ça prouve que vous avez fait quelque chose et que nous avons fait quelque chose. Et l'échec, en fait, est un cadeau. C'est un cadeau, enfin, c'est une leçon. Et j'entends bien l'échec au niveau professionnel. Bah, c'est vrai que enfin, on peut quitter un emploi, on peut changer. Quand c'est un échec qui est personnel, c'est vrai que c'est un peu plus... ça existe, c'est un peu plus difficile parce que là, ça nous accompagne tout au long de notre vie. Et pourtant, il y a moyen bah, d'apprendre quelque chose parce que c'est aussi un cadeau finalement. C'est un moyen d'avancer autrement. C'est très, très profond ce que tu nous dis là. Du coup, la prochaine question, c'est ben, de quoi tu es-tu et de quoi es-tu fier? Je pense, bon, la première chose, c'est vraiment nos enfants. Hmm. C'était vraiment un projet qui a duré 5 ans. J'aurais jamais pensé qu'on doit faire tout ce processus. Et quand je les vois, ils sont bon santé, ils sont heureux et tout. Je suis fière en fait du fait qu'on n'a pas lâché, Ouais, baisser les bras. on n'a pas laissé les bras et qu'on s'est battu pour avoir 2 beaux enfants en bonne santé. Comme je dis, il y a beaucoup d'imprévus et de la nature qu'on ne peut pas impacter. Mais là, c'est quelque chose dont moi et mon mari, on est hyper fiers. Et là, je lui dis, bon, ce gros projet de vie, on l'a réussi. Maintenant, il faut qu'on imagine un nouveau gros projet de la vie sur lequel on va bosser 5, 10 ans, j'en sais rien. Donc, on est en mode de construction du prochain. Mais il y a aussi des projets professionnels que j'ai fait, notamment quand la station F a été ouverte par Xavier Niel, j'ai pu faire la salle de créativité. Donc, c'est toute une petite salle de 100 mètres carrés que j'ai aménagée de A à Z, qui est comme un terrain de jeu pour les séances de créativité, de brainstorming. Ils y font des petites conférences avec des start-upers, avec des investisseurs. C'est une salle qui est très manuel. En fait, au début, Station F, c'était très tech. Mhm. Et j'ai pris contre-pied de l'analogue. Moi, j'adore les objets, les couleurs. Donc, le bâtiment, en fait, il a une architecture très épurée. Euh, Ouais, c'est assez Ligne froid. droite, béton, métal et tout ça. Et quand tu rentres dans la salle de créativité, c'est tout coloré, c'est tout. Il y a des jouets, il y a des objets, il y a des livres, il y a plein de choses. Il y a des Lego pour réfléchir autrement. Parce qu'en fait, quand on travaille nos mains, nos yeux, le cerveau, en fait, il connecte différemment.
Et c'est ça ce que je voulais faire. Et je sais que cette salle, elle est utilisée beaucoup. Bon, elle s'est transformée petit à petit, mais elle est utilisée beaucoup et aimée par beaucoup. Donc là, c'était vraiment un projet dont j'étais fière. Il y a aussi des projets que j'ai fait avec Academia, qui Oui. est un leader de soutien scolaire, de l'apprentissage, qui est plus focalisé sur la compréhension, pas la Mhm. mémorisation. Donc, on a pu faire des lieux de colearning, des espaces de colearning qui sont inspirés du concept du coworking, où les élèves, c'est apprentissage par les pairs et en petits groupes et par l'activité. Et on a fait toute une école qui s'appelle École A, euh, qui est aménagée comme un parcours. Il y a chaque salle de classe a sa thématique, comme un lab robotique ou un lab des arts plastiques ou un design café ou des choses comme ça. Pour que l'apprentissage n'est pas seulement je suis assis et j'écoute, mais je pratique, j'essaye, je teste, j'expérimente. Mhm. Donc ça, c'est des projets dont je suis vraiment fière. Et le dernier, c'était chez Givaudan, qui a déménagé son lieu d'innovation à Saint-Lazare. Et j'ai pu faire des fresques sur le mur, sur le plafond. J'ai fait mon premier fresque du plafond. C'est 3 mètres, c'est un diamètre de 3 mètres. J'ai passé une semaine comme ça sur un escabeau à peindre. Je me suis dit, oh là là, plus jamais. Parce que j'avais tellement mal au dos et mal au bras. Mais le résultat, il est juste magnifique. Et tout le monde qui rentre, en fait, il voit tout de suite cette énorme fresque sur l'inspiration. Il y a un flacon, un premier flacon de Givaudan, le parfum. Et il y a des fleurs en fait qui sortent et c'est comme une métaphore pour l'inspiration qui jaillit de Mhm. partout. Il faut juste la chercher. Waouh! Donc ce sont quand même Tu peux en effet être fier, ils sont des projets grandioses, hein. C'est magnifique. Et alors, je te rejoins concernant l'utilisation du corps, donc ce que tu as mis en place dans la salle de la station F. Les neurosciences le disent toujours, hein, pour mieux apprendre, pour être plus à l'écoute, c'est important de pouvoir aussi mettre le corps en mouvement. Et ça, c'est quelque chose auquel j'adhère totalement aussi dans le travail que je fais. Donc c'est merveilleux, hein, ce que tu as fait. Et ça en a inspiré beaucoup, hein, parce que je sais que nous aussi, on a eu, enfin, donc par le passé, je travaillais chez Bouygues Télécom et on a eu comme ça des salles où on allait de créativité, de labo finalement, où on allait toucher, on s'asseyait dans des fauteuils qui bougeaient dans tous les sens, de toutes les couleurs. Voilà, c'est inspirant et ça aide à se poser, à s'évader et la créativité arrive. Waouh! Il y a Wow, beaucoup c'est de des beaux science, projets. ouais. Il y a beaucoup de science derrière ces approches. On a l'impression que c'est la décoration ou c'est infantile ou régressif, mais il y a beaucoup de recherches. La recherche sur la créativité, ça fait plus plus de 70 ans. Il y a vraiment des chercheurs en créativité, en pensée C'est créative. très sérieux, c'est très sérieux. Exactement, exactement. Sur quel peut être le processus. C'est pas un hasard. Il y a des vraies étapes qu'on peut suivre, qu'on peut organiser et réorganiser et tricher, comme je dis. Tricher son corps et son cerveau euh, Ouais. qui sont déployés en fait dans ces lieux. Tu vois, ça me fait penser, j'ai une casquette de musicothérapeute, entre autres, et je travaille souvent avec des personnes Alzheimer. Et le fait de poser des instruments ou des objets devant ces personnes qui sont sans, que l'on dit ne plus vraiment bouger, isoler, enfermer, etc. Oui, De laisser, parce que je fais pas, elles sont pas là pour faire un orchestre ou quoi que ce soit, mais juste de leur laisser, puis de les laisser aller toucher et en faire peut-être autre chose. Par exemple, un tambourin peut devenir un bol de soupe, etc. C'est les reconnecter à leur être, parce qu'il y a ce mouvement, il y a cette action, il y a... Et, oui. et, et, et en effet, comme tu l'as dit, c'est le résultat de nombreuses recherches et c'est important. Le mouvement, c'est la vie, hein, je le dis souvent. Ouais, c'est merveilleux, bravo.
Alors, je vais te sortir un peu de la réalité et te demander, mais j'ai l'impression que ça doit pas être si compliqué que ça pour toi. Quel est ton plus grand rêve? En fait, ce qui est compliqué, c'est choisir un. Moi, je sais pas, j'en ai tellement. Mais c'est pas facile. Rêver, je trouve, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié à Hmm. faire. Et ce serait bien de le réapprendre. Mon plus grand rêve. Et en plus, il y a une technique. Je veux partager rapidement. Euh, Où tu fais comme une échelle de tes rêves. Et après, tu dis, OK. Et encore, tu prends une nouvelle feuille et des rêves. Ça, c'était des rêves de la Terre. Et après, Oui. tu prends une deuxième feuille et tu fais continuer ton échelle vers le haut. Ben là, c'est des rêves de la montagne, encore plus grand. Parce qu'en fait, quand quelqu'un te demande quel est ton plus grand rêve, ben, tu dis quelque chose et tu es surpris par la question. Et encore plus grand que ça? Ah ouais, ah, j'ai jamais pensé à ça. Et tu le fais encore de troisième fois. Et ça nous permet de nous rendre compte que souvent, c'est nous qui nous bloquons, en fait, sur la taille de nos rêves. Ah oui. Donc, il y a des moments où j'ai rêvé, et je pense que je vais le faire, hein. Comme je t'avais dit, moi, j'ai besoin de créer. L'un des projets de création, c'est des livres visuels. Hmm. Des livres visuels sur la créativité, sur la pensée créative, sur comment devenir un designer. J'ai un livre en tête pour ma fille qui s'appelle Artiste ou designer. Parce que être artiste et designer, c'est deux choses différentes. Et le métier d'un designer n'est pas très connu encore. Ouais. Et c'est encore très restreint, soi-disant. Il faut faire une école de design. Moi, j'ai pas fait école de design. Moi, je suis designer autodidacte, honnêtement. Tout le monde peut le faire. Donc, l'un de mes rêves, c'est créer ces livres visuels sur ces sujets qui donnent l'inspiration, qui vulgarisent la créativité, la pensée créative, le design, le métier de designer. Parce que designer, tu peux être designer graphique, designer d'espace, designer d'expérience. Le métier, c'est tellement vaste. Oui. Donc, ce serait vraiment autrice des livres, mais qui sont plutôt, il y a plus de visuels que du texte, parce que ça, c'est mon point faible, écrire en français. C'est ma troisième langue, hein, français. Euh, j'ai un rêve de créer, en fait, pas un studio, une maison de création d'objets qui sont joyeux, comme une table. Je travaille actuellement sur un projet d'une table de l'amitié avec un fabricant qui produit à partir des matières recyclées, Oui. plastique recyclé. Donc moi, j'ai dessiné une table qui permettrait, qui crée en fait cette ambiance. Tu sais, dans le passé, les gens, ils se réunissaient autour d'une table Oui. pour partager le repas, pour discuter, pour rigoler. Aujourd'hui, je trouve on l'a perdu un petit peu parce que on le fait exceptionnellement pour les anniversaires. Et je pense que ce serait chouette si dans une maison, il y a la grande table. Avant, c'était dans les cuisines. Ouais. Aujourd'hui, bon, dans les salons ou pas du tout si on a un petit appartement. Donc la table de l'amitié, pour moi, c'est vraiment créer des objets comme ça qui créent des nouveaux rituels de bonheur, qui sont pas juste pour regarder, mais qui te font réfléchir, je réfléchis sur des projets de tapis. Et il y a des tapis, il y a des designers qui ont fait des tapis avec des énigmes, avec des Ouais. langages que tu dois décrypter. Donc, des choses comme ça, des objets ou des lieux, en fait, qui t'incitent, qui éveillent, encore une fois, ton cerveau, tes sens, et qui te procurent ce moment de l'inspiration. Parce que je trouve que c'est encore rare aujourd'hui d'être inspiré. Oui. Mais on C'est peut le vrai. provoquer. Ouais. On peut provoquer l'inspiration. C'est pas Hmm. comme dans le passé, les artistes, ils disaient, bon, c'est ce syndrome de page blanche. Ça, je comprends pas.
Ça veut dire qu'en fait, tu te connais pas et tu te forces créer dans des conditions qui sont pas propices. Si tu cherches l'inspiration, elle est partout, mais il faut juste aller la chercher. Or, la page blanche, en effet, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça vient de tilter, de cette phrase, en effet, de ce syndrome de la page blanche, ça a l'air assez négatif. Or, finalement, une page blanche, c'est une ouverture sur tout, sur l'univers. Donc, finalement, c'est pas si négatif que ça, une page blanche. Elle permet, en revenant à la créativité, elle permet cet élan de créativité, puisqu'il n'y a rien, il n'y a que du blanc. Donc si on a envie de le colorer, on le colore. Et puis si on veut la garder blanche, cette page, eh ben, elle a peut-être son utilité aussi. Elle fait peut-être partie d'un processus. Enfin, c'est intéressant, hein. Et ça, c'est le concept, un concept ludique, de la création ludique, où tu te lâches et tu te donnes la liberté d'expérimenter. Oui. Euh, Nous, quand on veut créer, on veut créer, et souvent si c'est un projet sur commande, on se bloque tout de suite, en fait. Est-ce que ce sera bien reçu? Est-ce que le sujet, il est intéressant? Est-ce que... nanana. Ok, on saute des étapes, et en fait, tu es déjà dans l'esprit critique, même avant que tu as créé quoi que ce soit. Mm. Donc, l'un de mes rêves, ce serait vraiment créer une collection ou même créer un atelier. Un jour, j'aimerais bien. Je vois en fait dans mes rêves, quand je visualise, je vois un grand atelier où il y a des artisans. En fait, je valorise la, vraiment la richesse de la main, du travail Ouais. manuel que je trouve on est en train de perdre en France, en Europe, partout. Et je me passionne pour l'intelligence artificielle. Je me lance dans la création des visuels et tout ça, mais je trouve ça manque en fait le côté manuel, le côté Ouais. physique, où On on en revient à ce corps, à ce réellement. mouvement important. Oui, oui. Donc je rêve créer des ateliers où les artisans ou même des personnes qui ont envie, même des seniors, pourquoi pas. En fait, ils ont le temps, ils ont des expériences qui viennent à fabriquer des beaux objets qui racontent des histoires, qui éveillent la créativité, qui Et ça font- fonctionne. Alors là, pour le pratiquer, hein, donc je te dis, à faire des objets, par exemple, je redonne un exemple avec les personnes Alzheimer, à leur faire peindre une boîte. Donc moi, comme je suis Hmm. musicothérapeute, j'y apporte la musique aussi. Mais ça peut être le silence, hein, la musique d'ailleurs, et qu'elles aient la capacité de tenir un pinceau ou pas, il y a toujours un moyen d'aller créer son objet et aussi, comme tu le dis si bien, elle va raconter quelque chose, elle va raconter des sentiments, elle va raconter des émotions, elle va raconter des souvenirs. C'est ça qui est merveilleux. Bravo, j'adore. Alors, dans la vie, je passe à la question suivante parce que le podcast il avance et puis il faut qu'on aussi qu'on puisse avancer dans le questionnement. Dans la vie, on reçoit souvent des conseils. Quel est pour toi le meilleur conseil que tu aies reçu? Je me souviens, je pense souvent c'était pas un conseil donné à moi personnellement, c'était une personne qui était présidente d'une organisation féminine. Et pendant un discours, elle disait euh, vivez la vie en étapes. Parce Hmm, que c'était pour les femmes, nous, souvent, on a l'impression on veut tout faire en même moment. Je veux lancer mon entreprise, je veux fonder ma famille, je veux m'épanouir personnellement, je veux commencer à faire du sport, je veux nanana. Et il y a tellement de choses qu'on veut faire au même moment que ça nous paralyse. Et finalement, on fait rien. On ouais. reste dans notre autopilote. Euh, et moi, je me suis rendu compte que ma vie, il y a des périodes de 5 ans à peu près où il y a un gros projet de ma vie pour ces 5 ans. Et une fois, après ces 5 ans, j'ai l'impression qu'il est fini, réussi, ou je souhaite l'abandonner et aller vers autre chose parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Donc, de se dire, si je vis ma vie en étapes, je me dis, je me donne la permission, maintenant je fonce
pendant 2, 3 ans sur ce sujet-là. Et le reste, je le laisse un peu en autopilote, mais je m'épanouis dans ce projet-là. Et à un moment donné, après, je me donne la permission de me jeter dans un autre grand projet. Et en fait, fonctionner un peu en mode projet tout au long de ma Ouais. vie. Ça rejoint un peu ton échelle de tout à l'heure, hein. Oui, tu vois, Aller c'est pas plus étape par fun. étape, échelon par échelon, et puis tu vas vers plus grand au fur et à mesure. C'est plus fun. C'est moins, j'aime pas me disperser. Au début de la création de mon entreprise, de mon studio, je me suis dispersée dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est intéressant, mais ça mène pas. C'est en fait, tu avances sur rien Ouais, au final. ouais, ouais, Donc, ouais. si tu dis, cette année, je vais lancer un podcast, bah, fais ton podcast pendant un an et après, Mm, tu verras où ça mm. t'amène. Mais faire le podcast, faire le livre, faire changer, faire une transformation de carrière en même temps, on fait la journée à que 24 heures, honnêtement. Donc, sauf si on veut pas dormir comme certains. Moi, je suis pas un workaholic. Moi, j'ai besoin d'un équilibre entre le travail que j'adore mon travail, mais aussi le temps avec la famille pour moi, euh, pour le monde, pour donner. Donc ça, c'était un conseil, une chose à laquelle je pense souvent. Et une autre, c'est que c'est créer, en fait, aujourd'hui, le monde, il est pas joyeux, il est compliqué, plus en plus, j'ai l'impression. Et je suis quelqu'un qui est rêveur. Je reste plutôt dans ma vision du monde. Je vois le monde comment il pourrait être et je me focalise sur ça. Je, je, je mets pleinement en fait ma conscience sur les choses que je souhaite créer et euh, je Et- pourris pas mon cerveau avec plein de choses en fait qui sont comme ça, des faits. Oui, bon, le monde est comme ça. Très bien, honnêtement, je ne sais pas ce que moi je peux y faire. Je peux y contribuer avec mes créations, avec mes designs, mon art, et je me focalise sur ça. Donc, je fais un Mm, choix de bloquer un mm. certain monde extérieur pour me consacrer pleinement. Et c'est que les créateurs et les artistes, on dit des fois des fous, des génies fous, qui s'enferment. Bon, il y a des gens qui vont un peu trop loin. Ils s'enferment pour des jours, des mois, des années. Dans leur lab et ils sont obsédés. Ils sont vraiment à ce niveau-là, obsession, pour créer quelque chose. Bon, après, c'est le monde entier qui en profite. Invention de l'électricité, invention du téléphone, des choses comme ça. C'est des vrais génies, mais ils ont fait exactement ça. Ils se sont plongés dans la matière, comme des scientifiques ou chercheurs. Ils ont plongé et ils ont consacré en fait des fois toute leur vie à ces sujets-là. Mm. Moi, je fais le choix de me consacrer à un certain sujet qui me passionne, qui me remplit de joie, et le reste du monde, je le laisse vivre. Ouais. Oui, et puis en même temps, tu t'isoles pas complètement parce que tu as aussi fait le choix d'avoir cette joie de la famille et d'être dans ce partage, enfin dans cette vie-là, quoi, en fait, hein. Et je me dis, si tout le monde fait ce choix, se focaliser sur quelque chose de positif qu'il ou elle peut créer, Mhm. on aurait peut-être moins de problèmes. Parce que les On gens se focalisaient sur la création des choses positives. on irait moins regarder ce qui se passe ailleurs et pour regretter, etc. Alors que, Oui, ouais. oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Ça, c'était une question à laquelle j'avais du mal à répondre. Euh, je pense ce qui est chouette, dont je suis fière. En France, c'est pas très mis en valeur, mais je suis devenue designer et artiste visuel autodidacte. J'ai pas fait une école de design prestigieuse. J'ai appris, comme je suis gauchère, donc j'ai une excuse aussi. Ok, on a un peu plus appétence pour le côté visuel, pour le côté littéraire, je sais pas quoi. Euh, mais
c'est un message où on peut apprendre n'importe quel métier. Hmm. On peut, si je décide, je veux devenir designer, et c'est un switch que j'ai fait dans ma carrière il y a 5 ans. Je n'étais pas légitime. J'avais pas un portfolio, j'avais pas des projets réalisés. Je faisais vraiment un conseil en innovation créativité. Je faisais des formations, rien à voir. Et j'ai pivoté vers le design parce que c'est quelque chose qui me passionne et depuis, en fait, ça me remplit de joie. Donc, ce côté autodidacte, et je vois plus en plus de profils des artistes qui disent, moi, je suis artiste autodidacte. J'ai appris, elle est devenue céramiste célèbre qui crée des sculptures et des choses comme ça. Elle a appris toute seule. Et c'est valorisant et c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on a des grands parcours d'école. Et à un moment donné, dans ta vie, quand tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans et plus, bon, tu te dis, je ne peux pas me remettre à l'école pour quelques années, sans revenu, sans rien, à réapprendre un nouveau métier. Donc, tu peux le faire petit à petit à côté de ton métier actuel, commencer des projets. Bon, au début, tu les fais gratuitement, mais ça te permet d'apprendre, ça te permet d'avoir des projets à montrer et pratiquer jusqu'au moment où tu deviens légitime et il y a des gens qui vont te payer. Eh Euh, oui. Donc, étape par étape, encore une fois. Étape par étape, ouais, naturellement, on trouve son chemin et on choisit ses projets. Ouais. Il faut bien choisir ses projets, ses clients, ses thématiques euh, dont on peut parler toute la journée, avec sourire. C'est vraiment créer sa vie, tout comme le processus artistique dont tu parlais au début. C'est vraiment de pouvoir créer sa vie. Et faites-vous confiance, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que moi j'ai été autodidacte sur beaucoup de choses, et c'est important d'y aller. Euh, si vous êtes à la bonne place, si, si c'est ça qui résonne en vous, auditeurs et auditrices, allez-y, allez-y. Et puis, en effet, vous allez vous évoluer au fil du temps, parce que quand on est passionné, on continue à s'instruire, enfin, voilà, à apprendre, à faire. On est toujours dans ce mouvement et on avance. Waouh! Alors c'est le moment, c'est la fin du podcast, c'est le moment tant attendu où nous souhaitons recevoir, où nous sommes dans l'impatience de recevoir ton cadeau. Que souhaites-tu nous offrir? Euh, le cadeau que j'ai prévu, en fait, j'aimerais bien vous partager. C'est rien de profond, mais c'est quelque chose que j'ai découvert hier. C'est une exposition, en fait, qui est au musée de Henry Ford aux États-Unis aujourd'hui. Donc, si vous avez possibilité d'aller aux États-Unis, vous pouvez le voir. Elle s'appelle Mathematica. Mhm. C'est un peu lié, en fait, au sujet de la rentrée cette semaine scolaire et tout. Les mathématiques, tu sais, quand j'ai lancé mon studio, mon rêve ou ma mission, c'était rendre la créativité aussi important que les mathématiques. C'est un sujet qu'on essaye d'enseigner pendant des longues années d'une manière très pénible. Et les gens, en fait, à un moment donné, ils commencent à détester les mathématiques. Et dans cette exposition qui était créée il y a 1980 ou quelque chose comme ça, en Californie pour la première fois. Il y a une vidéo sur YouTube et D'accord. tu peux Alors chercher on mettra le lien de la vidéo sous le podcast. Comme- qui montre en fait l'exposition où vous allez voir des objets, en fait la visualisation, les mathématiques en mode visuel. Il y a la courbe de probabilité, on peut voir des petites billes, en fait, comment ils tombent. Il y a des lumières qui s'allument quand on fait des multiplications. Donc, c'est vraiment une représentation très visuelle et mécanique Ouais, des mathématiques. c'est géant ça. C'est passionnant parce qu'on se rend compte que déjà, même à des objets en fait qui tournent autour et ça fait des courbes symétriques. Donc, Waouh. on comprend en fait la géométrie, on comprend les calculs. C'est fascinant.
Et moi, j'adore, en fait, ce genre, c'est pour ça que j'adore tout ce qui est les musées, euh, musées des sciences, d'exploration et des choses comme ça, où on découvre le monde autrement, Ouais, à travers des objets du quotidien ou des installations imaginées par les créateurs euh, qui vulgarisent ouais. des choses qu'on trouve complexes ou même désagréables, incompréhensibles. Et là, je trouve il y a le génie humain. Ah, j'adore. J'adore, ça me fait penser à un musée en Allemagne que j'avais visité il y a maintenant ouais, peut-être une vingtaine d'années, où il y avait des téléphones en poterie, des téléphones avec une oreille au bout. Et je trouvais ça génial. Ouais, ça t'a marqué. Il y a pas longtemps. Ah ouais, j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai toujours ma photo, la photo, parce que je trouvais ça superbe. Ah bah merci, c'est un très beau cadeau. Et donc, chers auditeurs et auditrices, on mettra le lien de la vidéo YouTube comme ça pour aller visiter. Puis surtout, n'hésitez pas à partager sous le podcast, de dire bah, qu'avez-vous pensé de cette visite. Nous sommes à la fin. Petronella, merci infiniment pour tout cette partage que tu nous as offert. S'il y a juste un dernier mot, mais un mot à dire à nos auditeurs et auditrices avant de se quitter, quel est-il? Hmm, soleil. Oui, ça j'adore. C'est le soleil qui est en vous. Hmm. On en a chacun. Merci infiniment. Et surtout, n'oubliez pas que... Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un